Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des Territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, avec les télévisions locales de France, avec les Indes radios, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties. La première partie, c'est le JT des territoires dans quelques secondes avec le club de la presse qui suivra, puis la météo, enfin territoire d'info. La deuxième partie de cette matinale d'info avec notre invité politique aujourd'hui, c'est Luc Carvounas qui est membre de la direction collégiale du Parti Socialiste qui sera notre invité. A tout de suite pour le JT des territoires. Et on démarre ce journal par la réforme des rythmes scolaires avec la possibilité laissée aux communes de revenir à la semaine de 4 jours qui fait toujours débat. Pour Bordeaux, ce sera sans doute pour la rentrée 2018. Alain Juppé, le maire, l'a annoncé cette semaine et Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde a constaté que la nouvelle a été diversement accueillie par les parents d'élèves. Ici, l'heure de la sortie a déjà sonné ce mardi à 16h. Dans cette école, la majorité des parents d'élèves venus récupérer leurs petits à la garderie n'ont connu que la semaine de 4 jours et demi. Alors difficile pour eux de comparer avec la semaine de 4 jours d'avant 2014. Avant, on n'avait pas un enfant. Mais pour ce papa, apprendre qu'il n'y aura plus école le mercredi matin n'est pas une bonne chose. Ah non, c'est pas bon ça. Pour les gens qui travaillent, ça va être compliqué pour les parents, non? On travaille du lundi à vendredi, les mercredis, comment on va faire avec les enfants? En revanche, pour Lila, c'est une très bonne nouvelle. Oui, parce qu'on aura moins de travail et on aura plus de temps pour s'amuser. Pour l'enfant sûrement, pour les parents c'est plus compliqué. Moi ça me dérange pas, je travaille pas le mercredi, donc je passerai plus de temps avec ma fille. Après je peux comprendre que pour d'autres parents qui travaillent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je suis pour. Je pense que c'est moins fatigant pour les enfants aussi. Je trouve que les enfants sont fatigués le mercredi, donc moi je veux bien tester la semaine à 4 jours. Hein. Ça serait une bonne nouvelle pour les enfants puisqu'ils n'auraient pas à se lever 5 jours par semaine. Maintenant moi je suis toute seule avec eux, je travaille du lundi au vendredi, donc ça m'obligerait à les mettre au centre aéré toute la journée. Alors, surtout bon pour les enfants, le retour à la semaine des 4 jours, pas pour cette ancienne institutrice. Les 4 jours et demi permettent aux enfants justement de pouvoir faire des activités qu'ils n'ont pas l'occasion de faire en dehors de ces semaines-là. Et donc un enfant, il ne se repose pas non plus le mercredi quand il va au centre aéré. Mais si les parents sont prêts à changer de rythme, il leur faut un peu de temps. Je pense que c'est une très bonne idée, à condition qu'on nous laisse le temps de nous organiser pour pouvoir récupérer nos enfants, etc. Parce que c'est ça, à chaque fois ça demande de s'adapter et ces changements fréquents amènent souvent des problèmes aussi, surtout quand c'est annoncé à la dernière minute. À bon entendeur. Voilà, après Bordeaux avec TV7, on part pour Marseille maintenant où le plus grand centre de dialyse de France vient d'être inauguré. 350 patients peuvent être accueillis à l'hôpital européen. C'est un reportage de Manon Mujica pour Provence Azur TV. C'est le plus grand centre de dialyse en France et c'est à Marseille qu'il vient d'être inauguré. Diaverum Saint-Joseph, c'est son nom, peut accueillir jusqu'à 350 patients. Les dialyses s'adressent aux personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire que les reins fonctionnent à moins de 10%, et cela nécessite des dialyses en général 3 fois par semaine, pendant 4 heures environ. Alors c'est une machine qui filtre le sang à travers une membrane artificielle, c'est pour ça qu'on l'appelle le rein artificiel, et la membrane artificielle filtre le sang et enlève les toxines qui s'accumulent dans le sang des patients à cause de leur insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale provoque une accumulation de toxines qui petit à petit empoisonnent le sang des patients et qui nécessitent une épuration avec une machine. La dialyse, un traitement lourd, chaque séance dure 4 heures, de quoi effrayer certaines personnes. Alors lorsqu'il a fallu remplacer l'ancien centre devenu trop obsolète, le bien-être des malades a été scrupuleusement étudié. Le projet d'architecture intérieure est un projet qui était centré sur la rupture des codes habituels du monde hospitalier pour se rapprocher des codes du monde hôtelier et proposer à nos patients un environnement élégant, confortable, cosy, rassurant et valorisant, puisque les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique sont confrontés évidemment à des temps dans notre centre longs.
2 années de travaux ont été nécessaires avant que cet établissement de 4000 m² ne voie le jour. Parmi les aménagements, des salles d'accueil cosy, du matériel flambant neuf, mais surtout 20 box individuelles, plus calmes que les salles communes, un confort qu'apprécient les patients. Il est très bien, c'est plus calme que l'ancien, il y a moins de mouvements, mais on est bien, c'est sympa. Ça surprend un peu au départ, parce que l'autre établissement était complètement différent. Là. Et puis là, au bout de quelques temps, on s'habitue à tout. Pour rappel, le département des Bouches-du-Rhône compte près de 1400 patients dialysés. Et on continue dans ce JT des territoires, notre tour de France de l'actualité. On part pour la Bretagne avec une frégate multi-mission de la Marine nationale qui a connu cette semaine sa première prise de commandement. La FREMM Bretagne, comme on l'appelle, a levé ses couleurs à Brest. Quelles sont les spécificités de cette frégate? Quelles vont être les missions de cette 5e unité? Karine Chevrolier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme. 5e unité du programme multimission de la Marine nationale, la Bretagne est destinée à intervenir sur des opérations aéromaritimes. Le capitaine de vaisseau Julien Dutu devient le tout premier commandant de ce bâtiment de combat de 142 mètres de long. Sous ses ordres, un équipage de 109 marins. Une frégate multimission peut tout faire, c'est là vraiment l'intérêt de cette frégate. Qui sera véritablement l'épine dorsale de la marine pour plusieurs décennies. Elle est capable de répondre à toutes les missions de la marine, à tout le spectre d'intensité et d'émissions, de la haute mer bien sûr, pouvant assurer une présence permanente dans les mers, être capable de combattre à haute intensité et de répondre aussi, si les besoins le demandent, à des missions beaucoup plus simples mais qui nécessitent énormément de réactivité comme du sauvetage en mer ou d'autres opérations de ce type-là. Sonar et radar très performants, missiles de croisière navale, possibilité d'accueil des embarcations de forces spéciales, la FREMM Bretagne est la plus aboutie et la plus pointue des 5 déjà livrées par Naval Group à la Marine nationale. Très clairement, les savoir-faire, ils vont de savoir-faire de la construction classique de navale, de construction d'un flotteur, de la coque, de la propulsion, mais jusqu'à des technologies extrêmement abouties et extrêmement poussées aujourd'hui informatiques sur toute la partie système de combat. C'est un bateau qui est déjà extrêmement poussé en termes numériques. Donc c'est dans ces expertises-là aujourd'hui qu'on a une très forte valeur ajoutée. Les premiers essais en mer sont programmés pour le mois d'octobre. La FREMM Bretagne sera ensuite livrée définitivement à la Marine nationale en mai prochain. Connaissez-vous la manufacture Henriot et Scie à Liffol-le-Grand dans les Vosges qui fête cette année ses 150 ans. Après une première étape en février à l'Opéra Garnier à Paris avec une grande partie de sa clientèle nationale et internationale. Deuxième étape cette semaine sur le site de l'entreprise avec les salariés et les élus locaux. Une entreprise étonnante que vous allez découvrir avec Anne Didier pour Vosges Télévisions. Un savoir-faire qui remonte à 1867 sous Napoléon III et qui depuis se perpétue de génération en génération. Nous sommes dans les ateliers de la manufacture Henriot et compagnie à Liffol-le-Grand, une entreprise qui fête donc cette année ses 150 ans. Première étape en février dernier à l'Opéra Garnier à Paris avec une grande partie de la clientèle nationale et internationale. Deuxième étape ce samedi sur site, cette fois avec les salariés et les élus locaux. L'occasion de découvrir comment Henriot et compagnie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mon arrière-grand-père, Clément, donc en 1867, a fondé l'entreprise. En fait, il avait racheté une entreprise d'un Belge qui lui devait l'argent. Il lui a dit, comme il n'a pas rendu l'argent, il a donné l'entreprise. Et ça a continué comme ça, de père en fils. Et je suis la 5e génération. Au fil du temps, il y a eu bien sûr des hauts et des bas. Aujourd'hui, en tout cas, la manufacture vosgienne se porte bien. Une cinquantaine de salariés, 3,5 millions de chiffre d'affaires annuel, 50 à 70% à l'export. On retrouve la griffe Henriot et compagnie dans des hôtels de luxe, des palaces du monde entier. L'enseigne conçoit et fabrique du mobilier haut de gamme avec le savoir-faire d'autrefois et les technologies d'aujourd'hui. Cette machine numérique de haute précision, par exemple, il n'en existe que 2 dans le monde. C'est ainsi que, forte de ses 150 ans d'existence et d'expérience, la manufacture se projette vers l'avenir. À l'avenir, c'est continuer à se battre, parce que franchement, c'est dur. Alors c'est un marché à niche, mais dans une niche, il n'y a qu'un chien. Donc il faut être là, il faut vraiment occuper le terrain. Maintenant, il faut occuper le terrain aussi, il faut faire du buzz sur la toile, il faut être présent. C'est des expositions, c'est l'étranger, l'export, oui, l'export. Et puis là, on a quelques beaux palaces en Île-de-Mire. On a un beau palais au Qatar à faire, donc même 2018, ça y est, ça se profile bien. On va continuer.
Elle est loin, l'époque de la petite fabrique de chaises. L'heure est aux formes décalées et au mobilier connecté. Henriot et compagnie sait vivre avec son temps et s'adapte au XXIe siècle avec tout de même cette fierté d'être la plus ancienne manufacture française de menuiserie en siège. Une cuvée très spéciale maintenant au domaine Olyrou à Saint-Jean-de-Cucul. La fermentation du vin se fait en musique. Ici, on bichonne la cuvée 2018. Les vignerons ont accepté une drôle de proposition de la part de la société Swing It. Vous verrez, c'est stimuler la fermentation des levures en les soumettant à des vibrations musicales. Joséphine Baléguier, Claire Morand et Marlène Laroche pour TV Sud. Déjà expérimenté sur du rosé, c'est la première fois que la technique est testée sur du vin rouge en France. Le processus est tout simple, plonger une enceinte dans la cuve de raisin et laisser tourner la musique 24 heures sur 24. C'est surtout la playlist qui fait l'objet d'un travail en amont avec des fréquences adaptées, avec une intensité adaptée en fonction de la cuve. Mais techniquement, le matériel existait déjà et on a assemblé deux technologies. Je suis un épicurien, j'aime la musique, le vin, écouter les deux en même temps. Et donc l'assemblage de tout cet environnement-là nous a amené à tester ces cuvées de vinification en musique. Pour le moment, l'expérimentation est sans risque pour les vignerons, puisque la société Swing It ne demande qu'à tester son brevet et n'exige aucune contrepartie financière. On aime bien l'innovation, on aime bien les challenges, on n'a pas peur. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on tente l'expérience et ça ne peut pas faire du mal. La musique, on sait que ça a déjà des effets sur d'autres, sur les hommes, sur les animaux ou sur d'autres matériels vivants. Donc pourquoi pas sur les levures, donc on y est allé. On songe déjà à le prolonger d'année en année pour chaque année faire une cuvée vinifiée en musique. Alors on changera bien évidemment le style de musique, mais je pense que ça aussi pour le consommateur, il peut s'y retrouver et chaque année comme ça collectionner et finalement se faire un petit album. Pour ce millésime, la playlist réunit Lisa Simone, une chanteuse de jazz et de la musique classique. Les premières bouteilles de vin issues de cette cuvée verront le jour au printemps 2018. La cueillette de peltre, vous connaissez? Le principe est pourtant simple. Un panier, une brouette, un sécateur à la main selon vos besoins. Vous déambulez dans les allées du potager et verger situé au sud de Metz. Vous cueillez au rythme des saisons des produits frais dans le respect d'une agriculture durable. La cueillette de peltre fête ses 25 ans cette année et Oriane Valou pour Mirabel TV s'est mise à la cueillette. On a aussi la tomate ananas, qui est aussi une tomate qui sera assez sucrée, très charnue, avec peu de pépins. Des variétés de tomates anciennes qui n'étaient tout simplement pas cultivées à Peltre il y a 25 ans. Et pourtant aujourd'hui, une serre entière leur est consacrée. Les gens aiment bien aussi retrouver le goût et du coup si par exemple une andine cornue elle est un peu déformée ou une pomme qui est un peu tachée, bon ben voilà, c'est pas grave, c'est naturel et on s'en accommode. Car depuis 1992, si les habitudes de consommation des clients ont bien changé, l'exploitation d'étilement aussi. Une histoire de famille qui a commencé avec 10 hectares de potager. Aujourd'hui, le site a doublé. Une soixantaine de variétés de fruits, légumes et fleurs est désormais disponible à la cueillette. En 25 ans, le paysage autour de Peltre s'est aussi transformé. La ferme doit aujourd'hui composer avec un hôpital, mais aussi de voies rapides. Et ce qui a toujours fait la force de la cueillette, ce sont ces produits de saison, cultivés en pleine terre. Et de ce côté-là, pas question de changer. Depuis 2 ans, oui, je viens régulièrement. Vous trouvez l'initiative intéressante? Oui, très. Très, parce que on choisit, on est dans la nature. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on retrouve maintenant les jeunes trentenaires avec leurs enfants qui reviennent et qui étaient eux-mêmes des petits à gambader dans la cueillette pour cueillir leurs fruits, légumes et fleurs, faire leur marché. Un marché géant dont vous pourrez encore profiter cette année jusqu'au 11 novembre prochain. Voilà, le JT des territoires se poursuit avant que vous partiez à la cueillette. À 8h, c'est Territoire d'info avec un invité politique qu'on connaît bien dans cette matinale. C'est Luc Carvounas, ancien sénateur, membre de la direction collégiale du PS et député du Val-de-Marne. Dans un instant, c'est la revue de presse et des unes de la presse quotidienne régionale. Et puis, le club de la presse avec Zoé Cadio et Thierry Dupont. Mais tout de suite, c'est ce qu'il y a dans vos journaux ce matin en province.
On commence par l'actualité internationale à la une de la presse quotidienne régionale avec La Dépêche qui titre sur le séisme à Mexico. La malédiction, 32 ans après, jour pour jour. La capitale a subi hier un terrible séisme, plus de 200 morts et une course contre la montre pour retrouver des vivants. Pour Ouest France, c'est aussi Mexico solidaire après le séisme. Et puis dans l'actualité, en France, le Courrier Picard choisit évidemment le code du travail, l'heure de vérité. Manifestation attendue aujourd'hui contre le projet phare du gouvernement. Le mouvement ne fait que commencer. Pour la Marseillaise, eh bien, c'est les emplois aidés qui se rebiffent avec la forte mobilisation devant la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'appel d'une large intersyndicale pour réclamer le retour à l'emploi des contrats aidés à la une de la Marseillaise. Et puis, c'est la perquisition au domicile de Samia Ghali qui sera notre invitée politique demain dans Territoire d'Info dans cette matinale. À la une également de la Marseillaise. Pour le Télégramme, c'est le marché du travail. Faut-il copier l'Allemagne alors qu'en France, les opposants à la réforme du Code du travail se mobilisent à nouveau? Vous le savez, en Allemagne, certains s'interrogent sur les réformes du marché du travail dans les années 2000 et leur impact réel sur la réussite économique de l'Allemagne. Pour l'Écho de Haute-Vienne, c'est l'actualité également du plan Macron pour le logement social visé. Le gouvernement a présenté hier son plan logement avec en cœur de cible les moyens du logement social, avec aussi la création d'un bail précaire. Pour Var Matin, toujours dans le logement, c'est les clés du plan logement, fiscalité, construction, étudiants, HLM, c'est un dossier avec l'annonce des mesures fiscales choc, tout ce qui va changer pour les Varois et comment en profiter dans ce dossier complet de Var Matin. C'est la politique maintenant dans la Charente libre, la rédaction dirigée par Jean-Pierre Barjou. Le Front national se déchire jusqu'en Charente. La zone de turbulence traversée au niveau national par le FN connaît des répercussions jusqu'en Charente où le torchon brûle avec l'ex-candidat Geoffroy Gouret. On apprend à l'instant que Florian Philippot quitte le Front national. C'est une information qui vient de tomber. La une de la Charente libre tombe à propos. Pour la Provence, eh bien, c'est notre invité politique de demain qui est à la une du grand journal de Marseille. C'est Samia Ghali qui est dans la tourmente. Elle se défend point par point dans la Provence et se défendra en direct demain sur ce plateau. Son domicile a été perquisitionné hier matin. Pour le Maine libre, c'est polémique. L'erreur de la députée sartoise, mise en cause par les visites de l'Assemblée nationale proposées par l'entreprise qu'elle préside. Pascal Fontenelle, personne n'a reconnu hier une erreur qui n'aurait pas dû arriver. Et c'est à la une du Maine libre. Pour Libération Champagne, c'est former les médecins à Troyes et les garder, car l'association créée par d'éminents médecins au bois vise à favoriser la formation, l'installation de pratiquants dans ce département. Cela pourrait passer par la création d'une maison médicale universitaire à la clinique des Ursulines. Libération Champagne. Pour la presse de la Manche, les seniors retournent à leur étude. La première journée des inscriptions pour l'université Interage a vu débarquer plusieurs centaines d'adhérents, en très grande majorité des seniors venus découvrir ou redécouvrir des activités sportives et culturelles proposées à des prix ultra compétitifs. Une formule qui ne cesse de séduire depuis maintenant 40 ans, depuis maintenant plus de 40 ans. Pour la Voix du Nord, du bon air, oui, c'est possible. C'est une enquête très intéressante dans la région Hauts-de-France sur la pollution, vous verrez. Et cette une amusante en forme de dessin, la Voix du Nord s'y attelle aujourd'hui avec un dossier spécial à lire en page 3. Voilà, sans transition, c'est le club de la presse ce matin avec Zoé Cadio. Bonjour Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant de Perpignan. J'adore dire ça, même si je crois qu'il faut faire disparaître le mot Perpignan maintenant. Oui, maintenant on dit l'Indépendant du Midi. Voilà, du Midi. Et Thierry Dupont, de retour dans cette matinale d'info. Nous avons plaisir à vous avoir. Thierry, vous êtes évidemment un membre éminent de la rédaction de l'Express et vous vous occupez plus spécialement des pages régions, des pages villes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous d'ailleurs Thierry, on va s'intéresser au président de Marseille. Votre une, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous écrivez « La ville lui ressemble » et lui n'est pas là pour s'occuper des poubelles. Vous écrivez aussi, on en parle dans un instant. Et puis avec vous, Zoé Cadio, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer aujourd'hui, une maladie qui nous fait tous peur et il y a des raisons pour cela. Tout à fait, vous dites même qui nous fait tous peur, c'est même la deuxième maladie qui fait peur aux Français après le cancer. Alors à juste raison, parce que pour nombre de Français, la maladie d'Alzheimer qui touche à peu près 1 million de personnes, 3 millions si on élargit le cercle avec les accompagnants, les aidants, et c'est associé à la vieillesse, mais aussi à la dégénérance. Et cette 24e édition, c'est la 24e édition de la journée mondiale, mais il ne faut pas oublier aussi non plus que ça fait 10 ans, qu'il y a 10 ans, on disait que c'était la grande cause nationale proclamée en 2007. Alors 10 ans après, c'est aussi l'occasion de faire un bilan et on s'aperçoit...
on s'aperçoit qu'il y a quand même un changement, un regard qui a changé par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus une fatalité et que si, quand le diagnostic tombe, ça peut certes provoquer un tsunami pour le patient et l'entourage. Et l'entourage. Mais qu'aujourd'hui aussi, il y a un accompagnement des malades et des aidants. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont concernés, il y a différentes opérations qui sont menées en département. Il faut aller sur le site de France Alzheimer, qui regroupe 96 associations départementales, soit 2700 bénévoles. Il faut dire que cette maladie, on l'a constaté depuis quelques années, frappe bien avant 60 ans pour certaines personnes. Alors, oui. C'est la nouveauté, ça? Non, pas vraiment. Dans les recherches? Non, pas vraiment. On sait que Alzheimer, c'est souvent associé aux vieux. Il faut savoir qu'il y a 3% des malades qui sont jeunes, voire très jeunes. Donc, c'est vraiment surprenant et même, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tsunami quoi, pour son entourage. La deuxième maladie qui fait le plus peur aux Français, selon un sondage qui est publié dans la Croix aujourd'hui, Thierry Dupont. Oui, et donc il faut savoir aussi qu'on ne sait pas si c'est génétique ou pas. Vous voyez, on ne sait pas. C'est pas parce que vos parents... Et on le saura un jour ou pas? Il y a des recherches qui sont faites. Il y a Thierry Lhermitte qui est associé depuis très longtemps sur aider les gens. Veut croire à la thérapie génétique, mais à France Alzheimer, on dit qu'il faut être quand même très prudent et qu'on en est encore... Avec un malade très célèbre qui a été Ronald Reagan, le président des États-Unis, qui a été frappé par l'Alzheimer à la fin de sa vie. Voilà. Est-ce qu'il y a des espoirs? Parce que voilà, on parle. Est-ce qu'il y a des espoirs de thérapie, de ralentissement de la maladie? On dit que certains médicaments permettent de la ralentir à condition qu'elle soit détectée vite. C'est vrai? C'est vrai que plus c'est détecté vite, plus il y a une prise en charge qui peut se mettre en place, justement avec des ateliers. Et si vous allez aujourd'hui, si vous habitez sur Paris, il y a un village qui a pendant 3 jours place Stalingrad qui est organisé, où il y a un village Alzheimer où on va donner pour la 5e fois des aides. Cet après-midi, Cet après-midi pendant 4 jours. Et c'est jusqu'à dimanche. Alors informez-vous. Sur des prises en charge. Voilà. Sur le dépistage, quels sont les premiers signes, la première alerte qu'on peut avoir? La première alerte, c'est déjà quand la personne ne sait plus quel jour on est. La désorientation, on dit. La désorientation, c'est qu'on ne sait plus où on est, quel jour, ou alors on n'arrive pas à trouver ses mots. Vous savez, c'est qu'au lieu de dire un crayon, on dit, vous savez, la chose, pour écrire. Oui, mais ça arrive à Thierry Dupont de temps en temps. On rigole, mais c'est quand même... En étant sérieux, c'est surtout la désorientation. C'est on se lève aussi une nuit, on se lève une nuit, on ne sait plus qui on est, la personne, on a des absences. Et là, il faut immédiatement consulter. Il faudrait consulter, oui. Ouais. Surtout que dès qu'on pose le diagnostic, il y a des ateliers qui font que justement on peut travailler sa mémoire et on peut être pris en charge. Alors les médecins disent, il ne faut pas non plus s'inquiéter si on a des mots qui nous manquent ou des noms dont on ne se rappelle pas, c'est pas forcément un signe d'Alzheimer non plus. Non. C'est pas vraiment un signe d'Alzheimer, surtout que quand on dit Alzheimer, on pense tout de suite à démence. Oui. Et il faut savoir que Alzheimer, c'est surtout plusieurs maladies apparentées, parce que c'est aussi la maladie de Charcot, ça peut être différentes choses. Merci. Le Midi Libre, ça une aujourd'hui, l'Alzheimer frappe aussi avant 60 ans. Tout à fait. Zoé Cadio. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'invité politique, Luc Carvounas, qui est notre invité à 8h pour Territoire d'Info. Avec vous, Thierry Dupont va s'intéresser au président de Marseille. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est à la une de l'Express, et donc la ville de Marseille. Oui, on a voulu aller voir le lien qui unissait Jean-Luc Mélenchon. La ville qui lui ressemble, vous écrivez? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai rencontré Marcel Ruffo par exemple, qui est un pédopsychiatre célèbre, qui m'a dit Marseille c'est la ville de la parole, c'est la ville de l'emphase, c'est la espèce d'éruption permanente, et donc ça correspond parfaitement à Jean-Luc Mélenchon, soit qu'on soit amateur d'opéra ou soit qu'on soit amateur d'agora, et c'est vrai, je trouve ça colle bien. Alors après il y a fait un très bon score, Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score à Marseille au premier tour de l'élection présidentielle. Il est arrivé en tête avec près de 25% des voix, devant Marine Le Pen et largement devant Emmanuel Macron. Donc, et voilà. Ensuite, il n'est pas là pour s'occuper des poubelles, vous écrivez. Ensuite, il s'est fait élire. Il a vu qu'il avait fait un très bon résultat à l'élection présidentielle. Il s'est trouvé un point de chute pour les législatives et il a finalement choisi Marseille pour 2 raisons. La première, c'est qu'il avait fait un très bon score, je viens de le dire, mais également parce qu'il n'avait pas d'autres figures de son parti, de son mouvement qui souhaitait investir à Marseille. Et donc, juste pour répondre à votre question, il a prévenu. Il est quelqu'un de très courtois, et donc il a prévenu Jean-Claude Gaudin, qu'il connaissait d'avant lorsqu'ils étaient ensemble au Sénat, et il est allé le voir en lui disant: bon, je viens à Marseille, c'est pour me faire élire aux législatives, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour m'occuper de vos poubelles. Et naturellement, il ne lui a pas dit: je ne serai pas candidat à la mairie de Marseille. Non, ça il ne le dit pas. Alors aujourd'hui, il dit qu'il ne sera pas candidat, il dit que c'est trop tôt. Mais votre sentiment, vous qui avez donc enquêté à Marseille?
Je suis très partagé parce que j'ai vraiment eu les deux points de vue à peu près de façon équivalente. Il y a des gens qui, sans doute, ont intérêt à entretenir l'illusion d'une candidature Mélenchon à Marseille, disent c'est sûr, il va s'ennuyer à l'Assemblée nationale, être le président du groupe des Insoumis, ça va finir par le lasser, il faut qu'il se trouve quelque chose. Et d'autres disent qu'est-ce qu'il irait faire à Marseille ? Et notamment parce qu'il a toujours cru qu'il avait un destin personnel national. Et aller à Marseille, se lancer dans une élection municipale à Marseille, c'est très compliqué parce que d'abord c'est une grande ville il faut gagner plusieurs secteurs et il risque d'abîmer son image. Est-ce que le fait d'être le leader de l'opposition, institué comme tel par lui-même d'ailleurs, l'aide localement ? Alors c'est assez compliqué parce que d'abord un député, le lien entre un député et sa circonscription d'origine, c'est assez variable. Là, en plus, il vient juste d'être élu. Sur place, il a rencontré des difficultés avec les communistes, mais on l'a vu à la fête de l'humain la semaine dernière, c'est national maintenant. Avec les socialistes aussi ? Avec les socialistes, ça, il dit qu'ils n'ont pas été décontaminés de la période Guérini, donc ça, il ne veut même pas leur parler. Il a quand même pris la place de Patrick Mennucci. Ouais. Est-ce qu'il est le leader de l'opposition sur place ? En tout cas, il amène sa notoriété à tous les combats locaux. Et il donne aussi une autre image à Marseille, je pense aussi. Il donne une autre image à Marseille, vous trouvez ? Oui. Je trouve aussi, et qui, justement, de cette France insoumise qui se révolte et qui bouge un peu plus et qui revient aussi aux racines de Marseille. Il a fait d'une certaine façon, l'a-t-il dit, de Marseille une sorte de capitale de la France insoumise. Merci Thierry Dupont, donc à la une de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, le président de Marseille. Vous écrivez. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. On vous retrouve tous les deux pour le débrief de l'invité politique. Dans quelques minutes, c'est Luc Carvounas, membre de la direction collégiale du Parti Socialiste, qui est notre invité. Mais tout de suite, c'est la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, dans les territoires. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des Territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.